Bonjour et bienvenue à votre podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Jean-François Sénéchal, votre hôte, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ses héros quotidiens et ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche en sciences à l'intérieur de nos institutions universitaires et parfois même à l'extérieur de ces institutions. Là, ce sera le cas un peu aujourd'hui dans cet épisode. Aujourd'hui, nous accueillons en studio, pas en studio, mais à distance sur Zoom, un journaliste scientifique d'exception, engagé, curieux, extrêmement rigoureux. En tout cas, c'est devenu sa marque de commerce. Il défend sur toutes les tribunes la science, évidemment, mais ses valeurs, ses idéaux. Il sera parmi nous panéliste le 10 mai prochain, notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Jean-François Clich est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Jean-François. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est bien gentil de m'avoir invité, ça fait plaisir. Vraiment honoré. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Jean-François Clich, qui n'auraient pas eu la chance de lire quelques articles de lui. Jean-François Clich a des études en histoire, en sociologie. Je voyais ça en regardant un peu le CV. Ancien rédacteur en chef du journal Impact Campus à l'Université Laval. C'est vrai, ça, j'ai pas rêvé à ça, mais il me semble avoir lu à l'époque, rédacteur en chef à l'époque. Moi aussi. En effet, c'était une époque qui commence à être assez reculée. C'était même pas dans le même millénaire, mais effectivement, j'ai été rédacteur en chef. J'étais rédacteur en chef de l'Impact Campus pendant un an. En fait, c'est un peu ça c'est à cause de l'Impact Campus que je suis devenu journaliste, là. Autrement, avant d'arriver à l'Impact Campus, je me destinais pas à cette carrière-là du tout, là. C'est fou, hein? Aujourd'hui, il est journaliste scientifique au quotidien Le Soleil. En tout cas, c'est là où je lis la plupart des articles de lui. Il est aussi dans le Québec Science. Si vous ne le lisez pas encore, vous manquez quelque chose, là. Allez voir ça. Moi, je le lis peut-être, c'est peut-être la pandémie, là, mais je dirais que depuis un an, là, je me suis attablé à chaque publication. Je lis ça assidûment. Merci bien. Jean-François, il s'attaque aux demi-vérités, parfois carrément aux mensonges. Pendant la dernière année, c'est tout ce qui se dit et ce qui ne devrait pas peut-être se dire par rapport au virus, la pandémie, la vaccination, la gestion de tout ça. Et lorsqu'il écrit, il est toujours rigoureux, très solidement documenté, clair. Il s'impose les nuances nécessaires, puis la lutte à la désinformation, l'ignorance. Il s'en est passé, disons, depuis l'Université Laval. Là. Est-ce que ça correspond au rôle que vous étiez figuré à l'époque comme journaliste? À l'époque de l'Impact Campus ou à l'époque avant la pandémie? Comment vous vous imaginiez comme journaliste? Est-ce que ça correspond à vos attentes et au rôle que vous souhaitiez jouer dans la société? Au départ, non. J'imagine que quand j'ai commencé ma carrière comme journaliste, je cherchais des histoires, j'essayais de trouver je l'essaye encore là, de trouver des faits pertinents pour éclairer des questions d'intérêt public. Mais j'imagine que comment dire. C'était ça déjà à l'époque? C'était ça déjà à l'époque? Oui, je veux dire, tous les journalistes essaient de faire ça, au moins en théorie. C'est sûr que on a les réputations méritées de sensationnaliser et d'exagérer, d'essayer de courir après les clics, ce genre de choses-là. Tout ça est vrai jusqu'à un certain point. Mais je dirais que quand j'ai commencé à couvrir la science, comme ça m'a fait réaliser que il y avait, vraiment, on avait dans les médias des angles morts et des mauvaises habitudes, là.
C'est arrivé comment la sens... science? À l'époque, le type de journaliste que vous faisiez, c'était pas du tout du journalisme. Non, j'étais généraliste. Puis c'est arrivé d'une façon assez, comment dire, comme la vie des fois fait arriver des choses là, de façon out of the blue. Grosso modo, c'était Mylène Moisan, qui est chroniqueuse maintenant, mais qui était cadre, qui était patronne à l'époque, qui avait constaté, avec raison, que le Soleil ne parlait pas assez de science. Ça, c'est autour de 2006, dans ce coin-là. Ah oui. Et donc, le Soleil parlait pas assez de science, comme à peu près tous les médias généralistes. Puis, elle avait demandé à une couple de personnes qui pouvaient être intéressées, à son avis, dans la salle de rédaction, de lui proposer des formules pour une espèce de rendez-vous hebdomadaire là, qui reviendrait pour parler de science, pour mettre un peu plus de science dans le Soleil. Moi, j'avais proposé, à ce moment-là, moi, ça faisait déjà une couple d'années que je lisais juste des livres de science chez nous, à maison, dans mes loisirs, parce que ça avait fini par m'intéresser encore plus que les romans, là, et par me divertir, me détendre encore plus que les romans. Fait que moi, j'avais proposé, donc Mylène avait bien vu en m'approchant, puis j'avais proposé la formule que j'ai encore chaque dimanche, là, c'est-à-dire si les gens m'envoient des questions, puis je leur cherche des réponses. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est, disons, au début, mes patrons étaient, et moi-même, les médias généralistes se sont toujours un peu méfiés de la science, ont toujours pensé que ça n'intéressait pas les gens. Et moi-même, je ne m'attendais pas à recevoir même pas une question à chaque semaine, mais j'ai très rapidement été complètement submergé par les questions qui arrivaient. Et j'avais aussi, je m'étais aussi rendu compte en lisant ces livres de science-là, que il y avait moyen de faire comprendre les choses, la science pour vrai, chose que dans les médias généralistes en général, on ne fait pas parce qu'on a peur de la complexité, on a peur que la complexité ennuie les gens, et à cause de ça, on simplifie à outrance, puis après ça, on manque, c'est comme si on manquait le bateau, l'essentiel. Là. Et non seulement l'essentiel, mais le fun. Parce que, mais c'est vrai, le fun qu'il y a dans la science, c'est le plaisir de comprendre. C'est vrai. Si tu écris un texte avec juste, en flashant juste des gros titres ou des gros chiffres, en agitant des gros chiffres sans rien expliquer, mais tu fais rien à comprendre à personne. Donc, tu manques le party, dans le fond. Puis donc, après ça, c'est un peu une prophétie qui s'autoréalise, là. Tu sais, t'as peur d'ennuyer les gens, mais donc, tu fais un texte plate. Donc, il n'est pas beaucoup lu, il n'est pas beaucoup cité sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Puis là, après ça, tu dis, voilà, on avait raison, la science, ça n'intéresse pas le monde. Mais c'est pas vrai, c'est pas la science qui n'intéresse pas le monde, c'est la façon dont on en parle dans les médias généralistes. C'était brillant aussi de dire, au lieu d'aller leur pousser un contenu scientifique, on va leur demander c'est quoi vos questions. Puis une fois qu'ils ont posé une question, c'est parce que ça les intéresse. Puis après ça, la réponse peut nécessairement les intéresser, puis intéresse peut-être d'autres personnes aussi. Je pense que c'est un angle qui était peut-être pas assez abordé dans les médias. Oui, il y avait ça. Encore que ces questions-là, des fois, c'est des intérêts, c'est des questions qui me sont envoyées, mais qui n'intéressent vraiment que... J'en ai reçu beaucoup autour des vaccins. Si j'ai telle condition médicale et telle autre, plus une autre, peut-être telle autre, une troisième, avec cette combinaison-là, est-ce que je devrais avoir le vaccin à ARN ou est-ce que je devrais avoir les vaccins, les autres sortes de vaccins? Je veux dire, il y a 4 personnes au Québec que ça concerne. En comptant leur famille, ça va intéresser 15 personnes. Je peux pas faire ça. Oui, c'est vrai. Il y a une curation qui doit se faire, un tri. Là. Exact. Il y a des questions qui vous intéressent. Maintenant, quelles sont les questions qui peuvent aussi intéresser ceux et celles qui vont lire ces articles-là? C'est ça. Fait que je dois faire un choix dans ces questions-là en fonction de ce qui peut intéresser le plus grand nombre, là. Mais bref, c'est ça. Je m'étais rendu compte qu'on passait à côté on manquait le bateau dans la façon dont on parlait de science dans les médias. Puis ça m'a aussi, couvrir la science, ça a aussi orienté ma carrière au sens où, puis la façon dont je fais du journalisme, au sens où j'ai fini par me rendre compte que dans les médias, on a des travers. Un moment vraiment comme un tournant dans ma carrière, ça a été la fois où j'ai fin des années 2000, où dans ce coin-là, là, on avait à Québec un débat autour de la fluoration de l'eau, parce que la ville de Québec, historique, avant les fusions, fluorait son eau. Les autres villes de banlieue ne le faisaient pas. On se demandait si on allait généraliser tout ça. C'est ça.
donc laquelle des deux options allait être généralisée. On avait eu ce débat-là autour de la fluoration, puis il y avait eu évidemment des opposants, des gens qui promettaient des cancers et patati patata. Fait que moi, je m'étais dit, coudonc, je vais faire un dossier où je vais regarder les études, puis le pour, le contre. C'est ça, le pour, le contre, les études pour, les études contre et tout, les expertises contre, les expertises pour. Puis puis donc, je m'en mêlerai pas. Je vais faire le journalisme de type he says, she says, puis je m'en mêlerai pas. Oui, c'est ça, c'est souvent ça, mais souvent la vérité est ailleurs, peut-être, là. C'est ça, là. Des fois, c'est que dans ce cas-là, c'était que je me suis rapidement rendu compte que je pouvais pas faire he says, she says, parce que toutes les études, ou à peu près, étaient en faveur. Les quelques morceaux, ce que les opposants à la fluoration proposaient, ou la lecture qu'ils faisaient de certaines études souvent était complètement fausse. Ensuite de ça, en regardant j'avais fait un peu une liste des organisations sanitaires qui étaient en faveur d'une forme ou d'une autre de fluoration, parce que c'est pas toujours l'eau qu'on fluorure, là. Des fois, c'est le sel de table, des choses comme ça. Et je veux dire, la liste, l'OMS, Santé Canada, même chose aux États-Unis, etc. La liste était extrêmement longue. Et je me suis rendu compte que, je veux dire, je pouvais pas mettre les deux sur un même pied. Alors qu'il y en a qui voient une certaine objectivité là-dedans, dans ce type de discours-là. Voilà, si une gang dit que le ciel est bleu, puis l'autre gang dit que le ciel est orange, je fais pas une bonne job d'information si je fais semblant que les deux se valent. Fait que donc, c'était à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est ça, on faisait beaucoup trop ça, on fait ça beaucoup trop souvent en journalisme. Alors qu'il y a quelque chose de plus compromettant peut-être là, de dire, ben non, là, on va se mouiller, là, on va prendre position un peu, là, c'est-à-dire oui, il y a des nuances à faire, mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'études pour dire qu'il y a vraiment des dangers substantiels. Puis on peut au moins dire qu'il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a des dangers substantiels. On pourrait au moins se rendre jusque-là. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est plus impliquant. Ça, c'est sûr que les journalistes, de manière générale, sont un peu mal à l'aise avec ça, là. Parce qu'il faut effectivement, il faut se mouiller. Puis après ça, tu peux pas dire non, je n'ai fait que rapporter je n'ai fait que rapporter ce qu'on me disait. Tu peux pas le dire mais en même temps, c'est ça. Je me rappelle à l'époque. Si tu veux faire un vrai job d'information, il faut que tu passes par là. Je me rappelle, Jean-François, à l'époque, moi, je faisais ma maîtrise au tournant de ces années-là avec les OGM, puis je me rappelle d'avoir lu des textes où il y avait les pour, les contre, Greenpeace sabrait dans les OGM en disant que ça allait donner le cancer, puis tout ça. Puis je me dis, voyons donc, mais il y a des défauts. Là. Les OGM s'inscrivent dans l'agriculture intensive, puis ça se mélange avec l'utilisation des pesticides, tout ça, mais la modification génétique en tant que telle, je ne voyais pas le lien entre ça et le cancer. Là. Pourquoi on donnait autant de place dans les médias? Je pense que s'il y a quelque chose d'important là, à trop vouloir équilibrer, essayer d'être objectif, on manque peut-être l'idée d'objectivité qui est plus celle liée à la science. La science aussi essaie d'être objectif, mais c'est pas la même chose. Là. Exact. Et donc, on manque la recherche de la vérité là, qu'il y a en science, qui est supposé y avoir aussi, qu'il y a jusqu'à un certain point aussi en journalisme. Là. Mais c'est juste qu'en journalisme, un journaliste est quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter. Et à partir du moment où tu as une trame narrative là, un peu épeurante, par exemple, qui va t'amener des clics, souvent, les journalistes, comme on est payé pour en trouver, ça nous place dans une espèce de conflit d'intérêts. C'est ça qui est valorisé dans notre métier. C'est pour ça qu'on est payé. Donc, on va s'accrocher aux raisons de parler de cette histoire-là, de s'accrocher à cette trame narrative-là. Même si la vérité... disons, le he says, she says, donc c'est la fausse équivalence. C'est une manière sans doute inconsciente la plupart du temps de faire ça, de continuer à en parler, même si ça implique de mettre sur le même pied des sources qui ne se valent pas. Là. C'est intéressant. Vous parlez de la valeur de vérité, puis cette valeur-là, c'est sûr que ça occupe une très grande place en sciences. En fait, on dirait que votre démarche est aussi inspirée par la méthode scientifique. En fin de compte, là, on fait une hypothèse, on essaie de voir les faits, on essaie de trouver la vérité ou ce qui s'en rapproche le plus. On vous voit vous plonger dans
dans plusieurs controverses populaires. Donc, essayez de voir, là, il y a une controverse là, on va aller voir c'est où se cache peut-être la vérité ou débunker le mensonge peut-être. Pourquoi vous intéressez à ces controverses demi-vérités? Est-ce qu'il y a juste une logique de journalistes qui cherchent du clic? Il y a une controverse, donc il y a du clic à aller chercher, mais pourquoi cet angle-là, les demi-vérités, la désinformation, comment ça arrive? Pourquoi tout à coup, ça vous passionne? Ben, ça m'a un peu toujours passionné, là. Tu sais, c'est toute la même affaire, un peu la même démarche de, c'est ça, recherche de vérité, puis essayer de voir clair, tu sais. Et c'est sûr que moi, comme journaliste, je suis un grand consommateur d'actualité, fait que je les vois tout le temps passer, tu sais. Fait que c'est un peu par définition, l'actualité m'intéresse, fait que c'est un peu vers ça que je vais, quoi. Maintenant, c'est sûr aussi que du point de vue, tu sais, j'ai parlé de ma chronique Science au quotidien tantôt, qui est vraiment ma chronique historique, entre guillemets, là, que j'ai depuis 2006-2007 dans ce coin-là. Ben oui. Mais plus tard, depuis quelques années, j'ai aussi une chronique de vérification factuelle qui s'appelle Vérification faite. Puis ça a été, j'avais commencé, je pense, en faire en 2015 les premières, mais tu sais, c'était très sporadique, là. On faisait 2-3 par année. Mais ensuite, 2016 est arrivé avec l'élection, la présidentielle américaine, Donald Trump et le fameux, les fameux faits alternatifs et l'expression fake news qui, tout d'un coup, est arrivé sur la place publique. Fait que j'ai été amené à en faire plus. Puis avec l'élection de Donald Trump fin 2016 et aussi avec l'intérêt qu'on sentait de la part des lecteurs, on a décidé à partir de 2017, j'allais en faire une par semaine, là. Fait que ça s'est auto-imposé aussi là, par l'air du temps, quoi. Par l'air du temps, mais dans l'air du temps, ce temps-ci, ça parle surtout on a lâché un peu notre ami du Sud, là. Puis, j'allais dire heureusement, on parle plus de COVID maintenant, mais ça serait une drôle de formulation. Mais je lisais récemment là, votre texte là, sur les nouveaux variants, par exemple. Je trouve que votre démarche est intéressante. Les nouveaux variants de la COVID, le texte en question, c'était pour voir si est-ce que les nouveaux variants attaquent plus les jeunes ou sont plus dangereux pour les jeunes, quelque chose de cet ordre-là. C'est quoi, quand vous arrivez avec une question comme ça, c'est quoi votre démarche? Vous commencez où vos recherches? Puis comment ça... Je les commence à deux places, là. D'abord sur Google pour essayer de chercher, de trouver des études sur cette question-là. Puis ensuite, j'essaie de faire des entrevues et j'essaie autant que possible c'est sûr que les entrevues ne sont pas toujours possibles avec les délais là, qu'on a dans les médias. Et bon, je veux dire, les experts en matière de COVID depuis un an sont assez occupés, merci, là. Donc, pas toujours disponibles. Encore que certaines de ces personnes-là font vraiment des efforts immenses là, et très généreux pour se rendre disponibles dans les médias. Mais donc, c'est ça que je fais et j'essaie toujours de... Donc, vous commencez par Google. Où sont les études? Google, mais avec certains mots-clés, là, en ajoutant NCBI, avec certains mots-clés, ça nous amène vers ce que la santé publique ou en tout cas le ministère de la Santé aux États-Unis archive comme études scientifiques. Donc, il y a moyen d'orienter des recherches Google comme ça, plus des entrevues. Et j'essaie aussi dans ces études-là, de toujours trouver soit des revues de littérature, des méta-analyses, des textes qui proviennent soit d'autorités, d'organisations sanitaires, soit de grands experts qui vont résumer un peu cette littérature scientifique-là. Parce qu'évidemment, une étude, c'est toujours juste une étude, et en science, la reproduction des résultats est très importante pour les valider et tout. Fait que puis une fois que j'ai 2-3 sources comme ça qui vont dans le même sens, là, je me sens comme safe, comme on dit en français élégant. Puis pour moi, prendre position. Tu sais, encore une fois, c'est peut-être qu'on peut on peut toujours trouver des gens qui disent le contraire d'un consensus scientifique, mais une fois que j'ai 2-3 sources très solides comme ça qui vont dans le même sens, là, je me dis, coudonc. C'est là que ça se passe, le go, là, vous regardez
2-3 études solides, pas juste 2-3 études là, qui confirment ce qu'on pense, là, mais 2-3 études solides qui s'en vont dans cette direction. OK, j'en ai assez pour écrire mon papier, puis aller voir ce que les lecteurs en pensent, puis oui, 2-3 études, encore une fois, c'est 2-3 soit revues de littérature, soit méta-analyse, soit des textes qui résument la littérature. Fait que c'est pas nécessairement 2-3 études, là, mais disons 2-3 résumés de la littérature scientifique. Et quand je vois que ça va dans le même sens pas mal, c'est ça, là, je me sens plus safe. Là. Quand ça vient, et il faut évidemment que ça vienne de sources qui sont elles-mêmes très solides et fiables. Parce que c'est sûr et certain, on peut toujours en trouver 2-3 qui vont dans le même sens et qui résument la littérature scientifique de la même manière, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de la communauté scientifique. Tout à fait. J'aimerais aborder avec vous aussi, évidemment, le thème de la désinformation, donc prendre le temps d'approfondir tout ça avec vous. C'est quelque chose avec lequel vous jonglez à tous les jours dans chaque chronique, peut-être. Disons que la dernière année était, vous en témoignerez, peut-être, je dirais, riche en la matière. Fausses nouvelles, rumeurs, théories conspirationnistes. Il y en a un beau lot dans cette talle-là aussi. Là. Donc, des informations qui prend des informations puis débunkage de cette désinformation. Donc, tout ça, là, ça fait une boucle qui prend beaucoup de place dans les médias, qui prend peut-être plus de place même que des textes recherchés, rigoureux comme les vôtres. La désinformation, on en parle, mais qui peut-on blâmer là-dedans, dans ce phénomène de désinformation? Est-ce que c'est seulement... autour de moi, on dirait que c'est seulement l'ignorance. Là. Bon, désinformation, c'est juste c'est quoi? C'est des ignorants, ils lisent pas, ils comprennent pas. Est-ce que c'est le politique est-ce que c'est la façon même de faire du journalisme? Est-ce que c'est les médias sociaux vers qui il faut pointer le doigt accusateur? Ça prend plusieurs doigts, je pense, pour toutes les pointer, parce que je veux dire, il y a certainement pas juste une source. L'ignorance, jusqu'à un certain peut en être une, mais pas tout le temps. Je veux dire, pas plus tard que cette semaine, ces derniers jours, j'ai eu des échanges pas super pas toujours agréables, mettons, avec quelqu'un qui a une formation en microbiologie, mais qui raconte toutes sortes de choses au sujet des vaccins contre la COVID, qui nous promet grosso modo une sorte d'apocalypse, là, puis qui dit que les tests de sécurité n'ont pas été faits à moitié, patati patata. Et tout ça pour des raisons très tirées par les cheveux et comment dire, démontrées fausses par bien d'autres sources là, que j'ai trouvées. Donc, il y a des cas où dans ce n'est pas... Dans ton cas, c'est pas de l'ignorance, c'est quoi? C'est pas l'ignorance, c'est plus des biais. C'est un peu comme l'hydroxychloroquine. Didier Raoult n'est certainement pas un ignorant. C'est peut-être plus d'autres défauts qu'il a qui font qu'il est biaisé là-dessus, peut-être au moins sur cette question-là. Mais donc, il y a toutes sortes de choses. Dans les médias, on ne fait pas toujours notre travail non plus de validation et vérification. C'est pas juste parce que les journalistes sont incompétents, négligents, ou ces choses-là, mais c'est que les conditions dans lesquelles on exerce notre métier peuvent pousser à tourner les coins ronds parce qu'on nous demande, les journalistes, on cherche des histoires, mais on nous demande les plus grosses, de trouver toujours les plus grosses histoires possibles, le plus souvent possible, les sortir les plus rapidement possible. C'est pas le genre de choses qui mènent à des doubles et triples vérifications et ce genre de choses-là. Fait que des fois, on va en laisser passer. Donc, des fois, on va donner des tribunes à des études ou à des thèses qui ne le méritent pas. Là. Par exemple, j'ai vu même le New York Times pendant la pandémie, puis New York Times, donc c'est le signe que ça arrive au meilleur, faire un long texte au sujet d'un préprint, donc une prépublication là, qui disait grosso modo, qui prétendait avoir trouvé des traces des gènes de la COVID dans des eaux usées en Espagne, mais à partir de mars 2019, quelque chose comme ça. Là. Bon. Je veux dire, ça n'avait, dans le portrait global, ça n'avait absolument ni queue ni tête. Il était impossible qu'il y ait eu suffisamment... La COVID est arrivée donc plusieurs mois après en Chine. Et il était à peu près impossible, en tout cas inconcevable, que
il y a eu suffisamment de COVID en Espagne pendant tout ce temps-là, pendant quasiment 1 an. À ce moment-là, suffisamment pourquoi de COVID donner pour autant qu'on de le place voit dans les eaux usées, puis que le virus aurait été là pendant quasiment 1 an sans provoquer. Puis tout d'un coup, à partir de 2020, là, il se serait mis tout de suite, tout d'un coup, à provoquer une surmortalité très, puis plein d'hospitalisations au point de déborder. Ça tenait pas debout. Là. À ce moment-là, pourquoi donner autant de place à cette... Pourquoi un journaliste aussi prestigieux donne de la place à une histoire aussi abracadabrante? Parce que il y avait une étude, c'était un préprint, donc il y avait une certaine patine scientifique, puis aussi parce que c'est une trame narrative qui était très très payante entre guillemets. Il y avait beaucoup de gens c'est une question qui revenait souvent, que moi je recevais souvent et que je reçois encore dans mes courriers électroniques. Et donc ça pognait, fait qu'ils ont décidé malgré tout, tu sais, faut donner le crédit au New York Times, là, tous les éléments de doute et toutes les faiblesses dans cette étude-là et dans cette thèse-là étaient très bien énumérées et mises en valeur, mises en importance. Ça, il l'avait fait, mais c'est juste que la conclusion, ça aurait dû être il n'y a pas d'histoire là. Ne publions pas ça, il n'y a pas d'histoire là. Mais donc, ils ont décidé de publier pareil parce que c'est une trame narrative payante. Mais bref, ça arrive. On voit qu'il y a quand même des pressions structurelles, là. C'est-à-dire que dans cette logique-là, c'est quasiment plus payant, entre guillemets, radiophonique, de publier l'article puis de le débunker tout de suite après. Là. C'est-à-dire on génère du clic, puis on génère du clic pour le défaire après. Les médias ne sont pas très bons pour s'auto-corriger. De ce côté-là, les scientifiques sont pas mal meilleurs. La science est une entreprise autocorrectrice, là, puis les scientifiques essaient de reproduire. Les médias ne sont pas particulièrement bons pour se corriger. Souvent, on va le faire, mais souvent, ça va être combien de fois j'ai vu quelque chose de faux être publié en une d'un journal, puis le lendemain ou 2-3 jours après, le contraire, il y a un erratum, mais qui est publié dans le bas de la page 14, puis fait qu'on on n'est pas super bon pour se corriger. Dans les médias, ça c'est un problème, je pense, qu'il va falloir qu'on corrige parce qu'on a par ailleurs une crise, on traverse non seulement une crise financière à cause de Google et compagnie, mais aussi une crise de confiance qu'on a malheureusement pas adressé ben jusqu'à maintenant. Mais bon, ça, c'est une autre question. On n'a pas parlé des médias sociaux. Disons, il y en a plusieurs qui pointent vers ces médias sociaux en disant que l'information, la désinformation, c'est-à-dire que ça fonctionne. On a parlé des biais de confirmation. Les médias sociaux, c'en est me semble-t-il, des machines à confirmer des biais des biais de confirmation plutôt. Est-ce que c'est justement, est-ce qu'on peut pas accuser aussi les médias sociaux de servir de caisse de résonance à toute cette désinformation-là? De servir de caisse de résonance, oui, certainement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une source? Sans doute un peu, mais peut-être pas autant qu'on le dit des fois, parce que bon, j'ai vu par exemple des études qui circulent montrant que ceux qui s'informent d'abord sur les médias sociaux vont être plus sujets à croire certaines faussetés au sujet de la COVID, par exemple. Il y a des études, des sondages qui ont montré ça, plus sujets que ceux qui s'informent d'abord et avant tout dans les médias traditionnels. De là, souvent, on va déduire que les médias sociaux sont une cause, alors que c'est peut-être plus un effet. Là, en tout cas, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet là-dedans, c'est peut-être pas, c'est pas clair. Là. Peut-être que ces gens-là s'informent sur les médias sociaux parce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent comme. Parce qu'ils croient déjà à ces faussetés-là et donc c'est ça qu'ils cherchent une confirmation puis ils la trouvent. Je pense que par contre, un effet des médias sociaux, un mécanisme par lequel ces réseaux-là peuvent empirer quand même pas mal les théories de la conspiration puis les fake news, c'est que tu sais peuvent empirer certains extrêmes, en tout cas, de ces théories-là. C'est que, tu sais, pendant à peu près ça a toujours existé, ces théories-là, là, ces thèses-là, mais pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, il y avait quand même, comment dire, des mécanismes sociaux qui pouvaient un peu tempérer ces croyances-là, au sens où, tu sais, si vous croyez que
l'humain n'a jamais posé le pied sur la Lune. Tout ça a été filmé dans un studio à Hollywood, puis c'est de la propagande américaine et patati patata, c'est ça. Mais si vous croyez ça, il y a toujours eu du monde qui croyait ça à partir c'est du 69, il me semble. En tout cas, à partir du moment où on a posé le pied sur la Lune, il y a des gens qui ont cru que c'était pas vrai. Il y en a toujours eu. Mais ça reste ce genre de croyances-là et ça reste rare. Et donc, avant les médias sociaux, avant que quelqu'un qui croit à ça trouve une autre personne qui a la même opinion, cette personne-là allait être confrontée à beaucoup d'autres gens qui allaient la contredire, qui n'y croyaient pas, qui, tu sais, dans leur famille, chez leurs amis, leur milieu de travail, tu sais. Fait que ça, je pense que ça pouvait avoir un effet modérateur. Mais ces gens-là pouvaient garder jusqu'à un certain point cette croyance-là, mais on est des animaux sociaux, fait qu'on est fait pour moduler nos comportements sur ce qu'on voit autour de nous chez les autres. C'est vrai. Et donc, ces gens-là pouvaient peut-être se dire, garder cette croyance-là, mais sous forme d'une possibilité ou quelque chose comme ça. Tu sais. Pas se faire conforter par les autres, là. Non, c'est ça. Mais tandis que là, avec les réseaux sociaux, si vous pensez qu'on n'a jamais mis le pied sur la Lune, ou si vous pensez que le vaccin contre la COVID... Oui, il y a un groupe Facebook à quelque part là, qui c'est juste de joindre le groupe. Ces gens-là se trouvent tout de suite. Il n'y a plus l'espèce de le tampon là, de leur milieu social autour d'eux. Ouais. Fait qu'ils peuvent se renforcer et ils peuvent se renforcer entre eux, renforcer leurs croyances entre eux. Je dirais que même la structure des réseaux sociaux, on dirait, nous enferme aussi. C'est-à-dire que moi, je me rappelle dans le débat, disons Donald Trump, moi, des fois, je me demandais, coudonc, j'ai l'impression, là, avec tous les médias sociaux que je consommais, j'avais l'impression que ce gars-là, c'était un fou furieux. Ça l'est peut-être, là. Mais je me disais, à quelque part, il doit manquer aussi d'autres informations. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut se rendre à moi qui donne ne serait-ce qu'un début de crédibilité à cet homme-là. Est-ce que c'est ça le phénomène, la caisse de résonance? Comme tantôt, on parlait des conspirationnistes. Moi, c'est sûr que ça apparaît jamais sur mes réseaux sociaux. Mais c'est des affaires de science puis de tout ça, mais je peux même pas concevoir que ça apparaît sur ton fil Facebook, alors qu'il y en a d'autres, quand on regarde les fils Facebook de certaines personnes, c'est bourré d'affaires comme ça. Éventuellement, ils vont, eux aussi, risquent d'être isolés peut-être par le médium en tant que tel. Là. Absolument. C'est les algorithmes de ces réseaux-là sont faits pour présenter des choses qui... ils veulent nous garder sur ces réseaux-là, donc ils nous présentent des choses qui vont le faire et qui vont nous plaire. C'est ça. Un bon exemple de ça que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est je pense que c'était en 2016, Donald Trump avait comme imité en parlant d'un journaliste du New York Times, si ma mémoire est bonne, mais un journaliste qui a un handicap physique, il avait semblé l'imiter. Puis en tout cas, peut-être que c'était exactement ça qu'il avait fait. Vrai, je me souviens. Puis ça avait créé un certain scandale. Mais j'ai vu, puis ça, c'est le genre de choses que j'aurais aimé voir bien plus tôt, mais j'ai fini par voir, c'était un groupuscule de droite ou quelque chose comme ça, qui avait fait un montage de Donald Trump qui avait, au fil des années, qui montrait qu'au fil des années, il avait fait cette espèce de mimique-là d'handicapé physique ou mental, qu'il l'avait fait à de très nombreuses reprises. Fait que, est-ce que cette fois-là, dans le cas, quand il parlait du journaliste du New York Times, est-ce que c'était pour se moquer de lui? Peut-être, mais moi, quand j'ai vu ce vidéo-là, je me suis dit, OK, c'est peut-être pas la preuve que c'était pas ça son intention, mais c'est la preuve que ça pouvait ne pas être ça son intention. Donc, ça peut être instrumentalisé de l'autre côté aussi. Là. C'est ça, mais les algorithmes de YouTube, Facebook et compagnie ne m'ont jamais présenté ça. Parce que j'avais sans doute partagé d'autres choses et parce que j'avais ça vous plairait pas d'entendre que Donald Trump, il était pas si pire que ça dans ce cadre-là. Là. Sur cette question-là, oui, non, c'est ça. Fait que ça, c'est dommage, effectivement, puis ça peut mener ça peut nourrir une polarisation là, plus générale dans nos sociétés. Là. Ça, je pense que c'est un danger. Très bien. J'aimerais aborder, peut-être changer de thème un peu. Bon, on va rester dans la désinformation, la vérité, l'information de qualité, tiens. Mais j'aimerais parler de l'information de qualité, oui, qui est fondée sur
une science de qualité, ça sera ça mon lien. Une information de qualité fondée sur une science de qualité avec des recherches de qualité. Je pense qu'on voit bien la structure, disons, de votre démarche. Là, ça s'appuie un peu là-dessus. J'aimerais donc aborder peut-être la solidité de ce socle de la science sur lequel vous vous appuyez pour écrire vos papiers. Ici, en fréquentant les corridors des universités, vous l'avez fait pendant plusieurs années, Jean-François, on constate que les chercheurs, oui, à la fin, le produit fini, l'article en question, c'est solide, mais dans les laboratoires ou autour des laboratoires plutôt, les chercheurs ont leurs failles, ce sont humains, là, donc ont des fragilités. Ils sont soumis, eux aussi ont toutes sortes de pressions. Tantôt, on parlait des pressions du journaliste. En recherche, c'est la pression de publier. Le publish or perish. La pression d'agrégation, c'en est une autre. Ils sont parfois pris avec toutes sortes de rôles qui se conjuguent parfois délicatement. Gestionnaire d'un lab, ça va. Mentor d'étudiants aux études supérieures. Enseignant. Entrepreneur. Administrateur. Puis tout à coup, ces chapeaux-là, des fois, là, ça peut tenir sur une seule tête, là, mais ça demande une espèce d'épreuve d'équilibre qui est difficile. Certains sont, à l'évidence, un peu plus sensibles à ces pressions. Dans une étude qui a été publiée dans Nature, je l'ai déjà cité dans ce podcast, Martinson démontrait qu'un chercheur sur trois, Jean-François, c'est quand même pas mal, avait dévié des normes et des attentes en matière de conduite responsable. Donc, au moins une fois, des comportements les plus graves sont évidemment extrêmement rares. On parlait de vérité tantôt, c'est une contradiction simple. Falsification de données, création de données, plagiat, fraude financière même parfois, mais ça reste très rare. Mais il y a d'autres comportements qui sont moins graves, mais qui sont plus fréquents, évidemment. On parle de donner des petits coups de pouce à certaines données, Photoshoping abusif. Là. Il y en a qui ont le Photoshop qui se laisse aller sur certaines images. Ignorer des données, autoplagiat, donc on en voit que pour publier, là, toutes sortes de stratégies, conflit d'intérêts mal gérés. Quoi d'autre? Allocation indue du crédit d'auteur, donc on se donne des crédits d'auteur à gauche et à droite. Puis hacking. Ça fait partie. On joue un petit peu avec la significativité est-ce que ces résultats sont significatifs ou non. On donne un petit coup de pouce, là, puis des fois, ça peut aider à être significatif et à être publié, éventuellement. Ces comportements, ils restent rares, mais qu'est-ce qu'il se passerait avec un article de Jean-François Clich si on se rendait compte que l'article sur lequel il a appuyé, ou sur les 3 articles sur lesquels il a appuyé ses faits, ses affirmations, si on se rendait compte que parmi ces 3 articles-là, il y a un article que l'auteur en question est en conflit d'intérêts, que justement, il a donné un petit coup de pouce à certaines données pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, là, confirmer peut-être les attentes de ces bailleurs de fonds, peut-être pour être publié plus vite dans une belle revue scientifique. Qu'est-ce qui se passerait avec un article comme le vôtre qui s'appuie sur une science qui serait maladroite? Il faudrait que je fasse amende honorable et que j'écrive un autre article pour dire, écoutez, je me suis pas fié sur la science sur laquelle je me suis fié n'était apparemment pas la bonne. Je l'ai déjà faite plusieurs fois. C'est toujours un peu tannant, mais faut le faire parce que je pense que c'est essentiel. D'abord, c'est essentiel pour maintenir la confiance des gens. Souvent, on a tendance à avoir peur d'admettre des erreurs et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bon là-dedans dans les médias parce qu'on a peur que d'admettre une erreur se soit interprété comme un signe qu'on n'est pas fiable, qu'on n'est pas digne de confiance, alors que c'est l'inverse. Ben oui. Moi, même si ça,
ça donne toujours des ecchymoses sur l'ego une erreur, mais ça montre, moi je pense que ça montre aux gens, regardez là, je fais passer votre information avant mon ego. C'est plus important pour moi de faire ça. Et ça, c'est un signe de confiance. Puis je l'ai fait une couple de fois que je me rappelle, là, juste pendant la pandémie, tout récemment avec l'histoire des thromboses très rares, la forme de thrombose très rare au cerveau qu'il y a avec le vaccin d'AstraZeneca. Au départ, il y avait toutes sortes plusieurs pays en Europe qui avaient commencé à suspendre l'utilisation de ce vaccin-là. Oui. Puis à peu près toutes les réactions d'experts que je voyais, et j'avais dû en avoir 15-20 différents et qui étaient tout à fait connaissants dans ce domaine-là et tout. À peu près toutes les réactions que je voyais, ils disaient tous, ben voyons donc, qu'est-ce que tous ces pays-là font? C'est contre-productif, ça va alimenter la méfiance et tout et tout. Alors, j'avais écrit un texte pour dire, ben voyons, un texte où je disais, bon, peut-être que dans certains cas, certains pays, comme la France, où il y a un mouvement anti-vaccin qui est très fort, hein? Très, très fort, peut-être que ça peut se justifier parce que ça va, comment dire, ça permet aux autorités sanitaires de montrer, là, regardez, là, on prend vraiment absolument aucune chance, même si on croit pas même s'il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de s'énerver, ben on suspend. Mais au début, on n'en voyait pas de preuves là, de lien de causalité là, entre le vaccin et les thromboses. Ouais. Exact. Fait que j'ai écrit ce texte-là, et le lendemain, ou surlendemain, je me souviens plus trop, l'Allemagne a publié des données plus détaillées, parce que jusque-là, ce qu'on avait, c'était des données qui montraient qu'il n'y avait pas plus de thrombose chez ceux qui avaient reçu le vaccin d'AstraZeneca que dans la population générale. Donc, de thrombose de manière générale. Mais là, lendemain ou surlendemain, l'Allemagne a publié des données montrant que un sous-type très rare de thrombose était effectivement survenu apparemment 7 fois plus, même si ça demeurait des chiffres qui étaient très petits, là. Et donc, là, j'ai écrit un autre texte la journée même pour dire, bon, écoutez, finalement, c'est ça. Finalement, je me suis fié à tous ces experts-là. Finalement, c'était les données qui n'avaient pas été les données qui avaient été publiées, qui n'étaient pas assez détaillé pour qu'on se fasse une vraie idée là-dessus. Donc, voici, et je ne m'y ferai plus prendre. T'sais. Fait que je pense qu'il faut faire ça quand ce genre de choses-là arrive. On le voit souvent là, dans les entames. Je pense que c'est une entame que j'aime bien là, quand vous commencez les articles en disant j'aurais aimé vous dire que j'avais raison, mais j'avais tort. T'sais, il me semble qu'il y a quelque chose de... on voit que la personne qui énonce ça, il se met au service de la vérité. Là. C'est-à-dire que c'est humble, c'est en disant... je mets de côté justement, là, je me mets en position de faiblesse. J'ai fait erreur, puis en corrigeant cette erreur, je me mets au service de la vérité, puis ensemble, on va peut-être s'en rapprocher à force de s'éloigner de ces erreurs-là. Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant dans ce genre d'entame-là de texte-là. Oui. Oui, puis je pense que le contraire, essayer d'un peu de masquer l'erreur, à court terme, ça peut peut-être donner certains résultats au sens où c'est peut-être pas tout le monde qui s'est rendu compte qu'il y avait une erreur, et donc c'est pas tout le monde qui va se rendre compte qu'il y a eu une espèce de cover-up ou une espèce de silence coupable, tu sais. Sauf que il y en a qui s'en rendent compte. Il y en a qui connaissent bien le dossier déjà, qui n'ont pas vraiment besoin d'un média pour l'informer là-dessus, et qui ont noté l'erreur, et qui, après ça, s'ils voient que ça n'est pas corrigé, ou s'ils voient qu'on en rajoute après, parce que j'ai déjà vu ça aussi, là, je veux dire, c'est du point de vue de la confiance. Pour ces gens-là, ça peut être, les dégâts peuvent être considérables chez ce petit groupe-là et durer longtemps. Et si on fait ça si on répète ce comportement-là pendant des années, des décennies, on va finir par perdre beaucoup de monde, là. Puis je pense que c'est peut-être un peu ça, là, un peu pour ça que les médias, les journalistes ont un problème d'image, un problème de crédibilité maintenant, là. En partie à cause de ça, en tout cas. C'est vrai. Puis l'erreur, tiens, c'est pour continuer dans cette voie-là, ça fait partie de la science, l'erreur. Il y en a plusieurs qui essayent de l'éviter, là, mais tout le processus de révision par les pairs, puis d'essayer de répliquer des résultats, la prémisse en arrière de ça, c'est qu'on se dit, on peut faire des erreurs, tester, là, ça se peut que j'ai fait une erreur commise de bonne foi, là, ça fait partie de la science, puis à force
d'ensemble, comme communauté, corriger nos erreurs, même nos erreurs théoriques. Là, ça se peut que nos prémices soient mal fondées. Puis on teste ça, puis éventuellement, ça se peut qu'on réfute même des expériences qu'on pensait solides, puis on a réussi à faire des expériences encore plus solides qui démontrent le contraire, puis tranquillement, bon, on s'en rapproche de la vérité. On parlait du comportement de certains chercheurs. Moi, je serais intéressé de voir et du rôle du journaliste scientifique. Vous faites une sorte de... Le journalisme scientifique que vous faites, ça se distingue un peu, je dirais, du journalisme de type vulgarisation. Des fois, on voit ce genre-là. On en a parlé un peu en début d'entrevue. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que c'est un peu, même, je dirais, ce qui m'agace là, quand j'écoute des émissions de vulgarisation, c'est que on a l'impression que c'est des explications simples à des réalités tellement complexes. Puis pour quelqu'un qui connaît un peu un domaine, là, je me rappelle de la génétique. Moi, quand on racontait des affaires, je me dis, c'est trop court, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis je ne peux pas me satisfaire de cette information-là. Donc ça, c'est un type de journalisme. Mais on pourrait aussi imaginer un autre type de journalisme où, on le voit, les chercheurs ont quand même un pouvoir important dans notre société. Là. Vous le voyez, le socle de la vérité, ce sont justement ces chercheurs-là. Ils sont des acteurs importants, ils ont pouvoir, un rôle crucial dans la société. On le voit dans la COVID, là. Tout à coup, là, tous les chercheurs étaient les personnes les plus intéressantes et pertinentes au monde. Or, historiquement, les journalistes ont toujours été ces chiens de garde-là envers le politique. Donc, ces personnes-là qui ont les personnes les mieux nanties de ce monde-là sont aussi surveillées parce qu'ils ont un certain pouvoir économique. Mais les chercheurs, on le voit, ne sont pas beaucoup surveillés, me semble-t-il, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, un rôle important socialement, mais il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, c'est basé sur la confiance. On fait confiance aux chercheurs pour se surveiller entre eux, mais lorsqu'on voit les pressions exercées sur ces chercheurs, puis quelques-uns, des fois, qui dévient des règles, il me semble qu'il y aurait peut-être la place pour un autre type de journalisme. On dirait que je propose quelque chose aussi, mais journaliste pour aussi surveiller la recherche, surveiller, les regarder comme des acteurs sociaux qui ont un certain pouvoir. Est-ce qu'il y aurait de la place pour ce genre de journalisme-là? Ce serait, disons, un journalisme très, très, très spécialisé, là, de sous-niche, là, quelque chose comme ça, là. Je pense qu'il y a deux façons, il y a deux façons dont les médias, les journalistes peuvent surveiller les grands de ce monde, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines, puis agir comme chien de garde, là. De un, en trouvant eux-mêmes les mauvaises actions, les méfaits et tout. Puis l'autre façon, c'est quand il y a un méfait ou une mauvaise action de découverte qui a été découverte, ben la publiciser et donc ça restera pas. Si personne ne sait que j'ai mal agi, ben ça n'aura aucune conséquence sur moi. Ça me fera pas mal à mon ego, ça me fera pas mal à ma réputation. Tu sais, bon. Alors si on publicise ça et qu'on fait connaître ça à tout le monde, ben là effectivement ça peut faire beaucoup plus mal. Puis ça peut agir comme ça peut décourager d'adopter ces mauvais comportements-là. Fait que ça, je veux dire, en politique, les journalistes peuvent peut-être plus faire les deux, agir de ces deux manières-là. En sciences, il y a quelque chose de beaucoup plus technique et mais ne serait-ce que juste les observer comme, tu sais, humaniser un peu la recherche. Là, de la même façon, quand on aborde la science, on peut rapidement se familiariser avec ça. Ça reste des acteurs, c'est des humains. Oui. Les surveiller comme des humains, humaniser un peu la recherche. J'ai regardé récemment, il y avait des papiers où ils démontraient que presque 40% là, des rétractions, des articles qui sont retirés du monde de la publication, presque 40% sont liés à des histoires de fraude ou de suspicion de fraude scientifique. Donc ça, il me semble que c'est une information qui
qui est pertinente, qu'il faut surveiller. Ça reste quand même c'est des gros argents publics, là, des fonds de recherche puis tout ça. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas que j'appelle à la surveillance, mais je pense entre autres à qui travaille là-dessus. Il y a Marie Lambert Chan, justement, qui est à Québec Science, qui a fait quelques articles là-dessus. Marie-Claude Malbeuf, tiens, peut-être pour leur rendre un peu hommage à la presse. Qui d'autre? Pascal Lapointe a fait quelques dossiers là-dessus. Là, essayer pas d'attaquer, mais de surveiller. Il me semble que ça manque aussi de ces chiens de garde-là pour surveiller ce qui se passe aussi en recherche. Je ne peux pas présumer que... Ça en prend, ça s'est fait, ça peut se faire dans certains cas, par exemple, au sujet de Didier Raoult, par exemple, de ce qui a été écrit sur l'hydroxychloroquine en particulier. Donc, mais ça reste des mauvais comportements qui sont relativement évidents, là, quand même assez faciles à détecter. Si je pense à d'autres personnes comme Elisabeth Bick, qui, je ne sais pas comment qu'elle fait, mais qui est comme une spécialiste, elle doit avoir un logiciel, un algorithme qui s'est fait pour détecter les plagiats, les photos de cellules et de toutes sortes de résultats en microbiologie qui auraient été plagiés. Ça prend des connaissances extrêmement poussées pour faire ça. Je vois pas comment un journaliste, en tout cas moi je serais pas capable de faire ça là. Je serais absolument pas capable de faire ça. Fait que tu sais, à cause de ce côté technique-là, les journalistes ont il y a peut-être des limites au rôle de chien de garde qu'on est capable de faire. Il faut qu'on agisse comme ça, mais il y a peut-être des limites. Tu sais, je pense pas sûr qu'on puisse aller aussi loin que le rôle de chien de garde qu'on joue à l'égard des politiciens, par exemple. Ben, c'est intéressant. Ça me permet de révéler ce que je voulais mettre en exergue aussi par ce genre de questions-là. C'est le fait que les chercheurs se surveillent entre eux. Hein. C'est-à-dire que d'où l'importance d'avoir des chercheurs qui sont intègres, honnêtes, qui décèlent, justement, ils sont souvent les mieux placés, les plus compétents pour détecter ce genre de petits comportements là, qui s'éloignent un petit peu des attentes, sinon des standards d'excellence de la recherche. Donc, s'il n'y a pas de chien de garde, il faut que les chiens de garde soient à l'intérieur. Ça prend des processus à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ben vous êtes là. Tiens, on va s'en aller vers une conclusion. Ça fait quand même presque une heure là, qu'on discute. Je le redis encore, la science est notre dernier rempart, Jean-François. Par là de désinformation. Si la science nous lâche, la recherche, il ne reste plus grand-chose derrière tout ça. Merci de défendre cette science publiquement face à la désinformation, face à ces messages parfois de haine qui sont envoyés à ceux et celles qui, dans l'arène politique et médiatique, prennent le relais. Merci de le faire dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Nous n'avons pas tous le courage de le faire. Jean-François Clich sera avec nous le lundi 10 mai de 14h à 15h en plein après-midi. Venez prendre votre thé de l'après-midi avec nous sur Zoom dans une conférence intitulée « Les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation ». Le 10 mai donc, et nous l'avons jumelé à Jean-François, à Howard, tiens, on va le dire en anglais, N'Ju, ça, la prononciation, c'est pas tout à fait fiable, qui est sous-administrateur en chef de l'Agence de santé publique du Canada, donc le pendant fédéral de notre Horacio Arruda du Québec. Et tout ce beau monde discutera ensemble de l'importance de l'intégrité et de la conduite responsable en recherche pour maintenir la confiance du public envers la science et ses institutions. Donc, la crédibilité de la science, notamment, évidemment, dans le contexte de pandémie et de vaccination de masse. C'est le thème à la mode, disons-le comme ça. C'est tout. Merci, Jean-François, d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. C'est super intéressant d'avoir ces conversations-là. Merci, Jean-François. On se revoit le 10 mai, donc, de 14h à 15h. Allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal.
Ce ne sont pas tous les héros qui portent une cape, Jean-François Clich. Merci encore. C'était un honneur de vous recevoir et pour les autres, on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.